Et je donne la parole à François Richard, qui va vous accueillir au nom de l'université et vous donner sa vision de notre profession. Oui, alors, au nom de l'université, bien sûr, je suis comme la plupart d'entre nous qui sommes ici universitaires. Bon, j'ai été président de CNU et c'est pas tellement de l'université dont je vais vous parler. Au départ, quand Henri Bismuth a eu l'idée de dire quand des internes vont être nommés docteurs en médecine et être chirurgiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire au niveau de l'Académie de chirurgie quelque chose pour eux? Tout de suite, les gens ont dit « Ah oui, mais c'est l'université qui délivre les diplômes, nous, on n'est rien, mais c'est la communauté chirurgicale et je pense que c'est très très important. » Donc, l'université est très importante. Beaucoup d'entre vous sont encore à l'université, mais il y en a qui commencent déjà à aller s'installer dans le libéral. Une chose que je voudrais dire, c'est que on connaît tous un certain nombre de collègues qui sont dans le libéral et qui continuent de faire de la recherche clinique, voire même fondamentale, alors qu'ils ne sont plus en milieu universitaire. Et je pense qu'au niveau des chirurgiens, et notamment dans toute la partie technique chirurgicale, il y a des grandes possibilités. Et donc, moi, je suis contre les classements totalement étanches. Ce que je voulais dire surtout, c'est vous êtes des chirurgiens, vous allez vous installer soit à l'hôpital, soit en centre hospitalier universitaire, soit dans le libéral. Je voudrais vous faire passer 2-3 messages correspondant un peu à ce que j'ai vécu dans ma carrière, parce que, bon, je veux dire, j'ai été, comme ça a été dit par Richard Villet, on a eu une chance extraordinaire d'être chirurgien et on a la possibilité de faire des choses extraordinaires. Mais je dois vous dire, il y a 5 cibles pour un chirurgien, pour vous les rappeler, les voyelles A, U et O. Un, c'est que vous soyez actif dans vos sociétés savantes diverses, que vous soyez libéral, hospitalier ou universitaire, c'est important d'être actif. Moi, je suis urologue. En urologie, depuis à peu près 25 à 30 ans, on a décidé que les libéraux, comme les universitaires, pouvaient faire exactement la même chose pour leur spécialité. Et c'est vrai que des chirurgiens qui sont tout seuls dans leur coin, c'est vraiment du gâchis. Donc je pense qu'il faut que les gens s'impliquent de façon très importante dans leur spécialité. Ils ne restent pas tout seuls. Un chirurgien seul, au XXIe siècle, c'est un chirurgien mort. Il faut être actif avec les autres. Richard en a dit un petit mot, c'est l'empathie. Je suis parfois catastrophé de voir certains chirurgiens qui sont des véritables autistes vis-à-vis des patients. Ils sont là, c'est des gens d'une compétence remarquable, ils ne disent pas un mot aux patients, et bon, ayant été chef de service, etc., j'ai eu pas mal de deuxième avis, troisième avis, cinquième complication, etc. à voir, et on s'aperçoit à chaque fois que c'est des chirurgiens qui n'avaient pas parlé à leurs patients, qui ne leur avaient pas expliqué. Et je pense que la notion d'échange avec le patient, Richard Villet en a dit un mot, je crois que c'est indispensable. Et que si certains d'entre vous sont un peu timides et n'osent pas, il y a des formations pour apprendre à communiquer avec les autres, c'est indispensable de le faire. Parce que ceux qui sont vraiment en empathie avec leurs patients, d'abord sur le plan de la clientèle, ils auront beaucoup plus de balades que ceux qui ne sont pas, et puis surtout, ça, c'est enrichissant pour le chirurgien de façon extraordinaire. Et je crois que l'empathie, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à la fac. Alors si on a la chance d'être dans des services dont le chef de service ou les assistants sont empathiques eux-mêmes vis-à-vis, ça se passe très bien, mais s'ils sont sur des gens qui sont un peu fermés, c'est plus difficile à apprendre. Et puis il faut être empathique non seulement vis-à-vis des patients, mais il faut être empathique vis-à-vis de l'ensemble du personnel avec lequel on travaille. La chirurgie, c'est la notion d'équipe en chirurgie, et que ce soit l'équipe chirurgicale ou l'équipe avec l'ensemble du personnel, et que ce soit à l'hôpital ou dans le privé, c'est exactement la même chose. Donc il ne faut pas que vous oubliez ça, et ça m'est arrivé de pouvoir faire, parfois, moi en tant que chef de service, de faire une heure dans mon bureau, un interne ou un chef de clinique, en lui disant écoute, la façon dont tu te comportes avec le personnel est inadmissible. Si tu continues comme ça, je ne te redonne pas ta deuxième année. Hein. Je pense que c'est indispensable. Et donc, souvenez-vous-en, parce que c'est important.
Ah oui, I, c'est indépendant. Alors ça, c'est vis-à-vis des laboratoires. Je pense que, alors on dit tout et n'importe quoi sur les laboratoires, les chirurgiens ou les médecins, enfin, là on est entre chirurgiens. Je pense qu'il faut travailler avec les laboratoires. Si on fait des travaux avec les laboratoires et qu'on apporte des choses, il faut se faire payer par les laboratoires parce qu'on fait des travaux et que si on n'est pas là, ils ne pourront pas avancer. Il faut que ce soit des contrats. En urologie, il y a 25 ans, on a mis en route des systèmes de contrats pour que les choses soient totalement transparentes et claires. Mais inversement, il faut être totalement indépendant des laboratoires. Et alors, ça m'est arrivé aussi d'engueuler des collègues, parce que je les voyais, dès qu'il fallait prendre un petit déjeuner, un dîner, il fallait tout se faire payer. De toute façon, on se fait tout payer. Il y en a même qui se faisaient payer leur secteur par le laboratoire. Donc, c'est totalement un scandale. Mais on s'aperçoit qu'il y en a qui commencent très jeunes à faire ça. Donc, je pense que c'est indispensable. Les contacts avec les laboratoires, c'est pas le diable. S'il n'y avait pas les laboratoires, il y a plein de choses qu'on n'aurait jamais pu faire, tous les vieux qui sont ici. Mais qu'il faut savoir dire non. Moi, ça m'est arrivé, j'étais conseiller à un moment de MSD, j'aurais dit, attendez, c'est pas éthique ce que vous faites, on se tire, on était 3 urologues, on a claqué la porte et on a fait savoir. Faut être indépendant. O, c'est être ouvert à tous les changements. Je dois dire que c'est dommage de voir des chirurgiens qui sont parfois des gens extraordinaires, dès qu'on leur propose quelque chose de nouveau, la caricature, ça a été parfois l'apparition de la celluliochirurgie, quand la celluliochirurgie est arrivée, créée par quelqu'un dans le privé. Bon, on a vu des gens qui étaient pourtant des gens hyper brillants, complètement. Donc, il faut être ouvert. Dites-vous bien, tous ceux qui sont venus ici, dans 10 ans, le métier que vous ferez n'aura plus rien à voir avec ce que vous faites actuellement. Ça va changer complètement. Dans 20 ans, ça va changer. Dans 30 ans, nous, on ne sera plus là, mais vous serez encore là, ça va encore changer. Moi, personnellement, dans ma carrière, j'ai changé 4 fois complètement de métier. Et donc, si on est spontanément, intellectuellement, à se dire « Oh ouais, c'est nouveau, mais j'ai l'habitude de faire ça », donc il faut se remettre en question en permanence, et c'est vraiment indispensable. Et puis, la dernière voyelle, c'est U, il faut être uni. Uni, les chirurgiens ont tendance à être plutôt uniques que unis. On a perdu énormément de choses avec ça. Bon, sauf que dans ma jeunesse, entre guillemets, j'ai fait beaucoup de syndicalisme au niveau de l'urologie, notamment les urologues on avait un taux quand même de 55% d'urologues qui étaient inscrits au syndicat des urologues. J'étais avec Didier Lambert, qui était le président des syndicats des urologues à l'époque. On a tenté de créer le syndicat unifié des chirurgiens. Ça, c'était dans les années 80. Je ne vous dis pas les heures qu'on a passées pour essayer de faire s'entendre des types qui étaient présidents de micro-syndicats qui n'avaient aucun intérêt, qui ne marchaient pas. Bon, maintenant, c'est arrivé, c'est ce qu'on appelle le bloc qui représente globalement les chirurgiens. Mais les chirurgiens ont perdu un temps fou pour des histoires de querelles de chapelle. Et donc, il faut être absolument unis. Pourquoi, je m'excuse de citer encore les urologues, pourquoi les urologues ont réussi à faire plein de choses? C'est parce que les urologues, même si ponctuellement il y a des histoires de bagarre, c'est la vie ça, mais ils ont réussi à ne plus faire de distinction entre les différentes sous-catégories d'urologues. Et donc ça, c'est indispensable. Et vis-à-vis de vos directions, ou après, quand vous vieillissez, que vous allez dans les ministères, si vous êtes tout seul, et puis qu'il y en a un autre qui derrière pense dit le contraire, et puis un troisième qui dit encore le contraire, ça passe pas. Si vous êtes unis, vous arrivez petit à petit, au contraire, à multiplier les angles d'attaque et à y arriver. Donc, n'oubliez pas. Et puis, dernière chose, et j'en aurai terminé, c'est que toutes ces qualités, eh bien, je pense qu'il faut que vous les mettiez au service également, et vous en tirez également des bénéfices, d'une structure qui représente toutes les spécialités chirurgicales, c'est l'Académie nationale de chirurgie. L'Académie nationale de chirurgie, alors, vu d'extérieur pour certains, c'est des vieux à la retraite qui viennent pour parler parce qu'ils ont le temps, qu'ils ne travaillent plus, et qui vont discuter, présenter des trucs, etc. Bon, d'abord, les académiciens présentent eux-mêmes de moins en moins de choses, c'est leurs élèves qui présentent et qui présentent des choses nouvelles et très importantes. Et puis, d'autre part, l'Académie a réussi, grâce à ses différents présidents successifs, dont certains sont ici,
à avoir vis-à-vis des tutelles un certain poids. Actuellement, par exemple, la HAS, la Haute Autorité de Santé, la DGOS au niveau du ministère, un certain nombre d'ARS sont venus voir l'Académie pour leur demander, par exemple, la HAS a demandé à l'Académie de participer à un travail sur qualité, sécurité, pertinence, pour les autorisations de chirurgie qui vont être remises en question dans l'année qui vient. On a demandé à l'Académie de chirurgie également, non seulement son avis, mais aussi de participer. Donc l'Académie de chirurgie représente quelque chose vis-à-vis des tutelles. Et à tel point même que, sans trahir de secret, on va probablement essayer de retrouver le lieu dont Richard Villa a parlé au moment de la création de l'Académie de chirurgie par Louis XV en 1731, et donc vis-à-vis de la mairie de Paris et des universités. Donc l'Académie de chirurgie représente quelque chose, et l'Académie de chirurgie est quelque chose, et d'une structure qui est très facile d'accès. Si un jour, le mercredi, vous n'avez rien à faire, vous passez dans le quartier latin, vous rentrez ici, il y a une communication, vous pouvez écouter la communication. Et comme vous êtes tous modernes et que, en fin de compte, la connexion c'est mieux que d'être présent, eh bien, tous les jeudis matins, sur Internet, sur YouTube, vous avez les séances en direct de l'Académie qui sont projetées. Et donc je pense qu'il faut que, plus ou moins à long terme, vous vous impliquiez dans l'Académie nationale de chirurgie, parce que plus l'Académie représentera de chirurgiens et de jeunes chirurgiens, mieux ça sera pour vous et pour nous. Donc j'en ai terminé, je vous félicite encore tous d'être venus ici, on espère. Le seul problème qu'on va avoir, c'est que dans quelques années, vous risquez d'être tellement nombreux à venir pour cette remise de diplôme qu'il faudra qu'on change de lieu, mais on a prévu d'avoir un lieu plus grand.